Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Vous ne voyez pas mon nom sur le programme, je suis Caroline Fichard de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Depuis le début de cette belle manifestation partenaire, je viens juste vous présenter rapidement mon collègue Dénès Araï, que vous êtes venu écouter, et de vous dire que le sujet de cette année, nos raisons d'espérer, convenait particulièrement bien à mes collègues à l'université, où évidemment nous espérons pouvoir transmettre notre savoir, nos connaissances à nos étudiants pour leur permettre d'affronter mieux armés leur vie personnelle, privée et professionnelle, mais aussi de faire un petit peu avancer les choses dans le bon sens par la recherche, une recherche qui peut avancer même en s'intéressant à des questions un peu anciennes et sans vouloir aucunement piétiner sur les plates-bandes de mon collègue. Quand Henri IV est né, eh bien, Henri II au pouvoir avait déjà 4 fils, donc quel espoir pour lui de devenir un jour roi de France. Et si on se rappelle un petit peu ce que la France a pu être à ce moment-là, donc on voit très bien qu'il faut toujours espérer. Merci et à toi, Dénès. Merci beaucoup, Caroline, pour ces mots d'introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Il s'agit effectivement d'une vieille histoire, comme c'est précisé dans le titre aussi, une histoire qui a eu lieu il y a 470 ans et dont je vous parlerai sous l'angle, dans l'optique de cette question de l'espoir, car quand il y a une naissance, quand il y a un début de vie, notamment une naissance royale, il y a toujours un espoir ici assez politique, comme on le verra. La date à retenir, que vous connaissez très probablement tous, c'est le 13 décembre 1553, naissance d'Henri de Bourbon, roi de Navarre et seigneur souverain de Béarn, entre 1572 et 1610. Je n'ai pas indiqué ces autres titres qui sont très nombreux, et roi de France sous le nom d'Henri IV, entre 1589 et 1610. C'est une vieille histoire. Parfois, il faut juste remonter quelques années pour le constater. En 2019 déjà, j'ai évoqué un élément lié à la naissance et à la petite enfance d'Henri IV, futur Henri IV. Il s'agissait de parler dans le cadre d'une table ronde avec plusieurs de mes collègues du laboratoire ITEM de la carapace de tortue. Vous me voyez à droite sur l'image. C'est une capture d'écran de cette table ronde que vous pouvez visionner sur Internet, si vous le souhaitez. Et j'ai parlé de cette carapace dont beaucoup d'historiens ont parlé avant moi, et de sa position un peu particulière entre légende et histoire. Et il y a beaucoup de questions qui se posent et les réponses ne sont pas toujours disponibles et il faut aller les chercher. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans les limites de la documentation disponible et accessible, dans le cadre d'une publication qui s'appelle « La nouvelle histoire du Béarn » sous la direction de Laurent Jalabert, Véronique Lamassu-Duplan et Laurent Calgarin, apparaître prochainement aux éditions Kern. Et ici, j'ai traité dans un encart de quelques pages le baptême béarnais et le berceau carapace d'Henri IV, et surtout les nouveaux éléments, les nouvelles découvertes que j'ai pu faire lors de mes recherches récentes.
Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une naissance qui donne de l'espoir. J'ai déjà évoqué un tout petit peu, mais on le verra plus en détail, le 13 décembre 1553, et d'un espoir, donc d'une vie à protéger. Et il y a le baptême béarnais et le berceau carapace qui jouent un rôle très important, un rôle symbolique, plutôt symbolique, mais non négligeable dans la protection de cet espoir. Ici, il y a une citation de Raymond Ritter, puis les rites accomplis, le feu fut mis au tas de fagots que l'on avait préparés dans les cours du château, cependant que dans chaque cité, bourg ou village du pays souverain de Béarn, d'autres flammes montaient dans la nuit. De ce buisson ardent semblait irradier la grande espérance de la Navarre. Mais en vérité, ce qu'il annonçait aux étoiles, c'était la fortune de la France. On reviendra sur cet article de Raymond Ritter. Il s'agit là des dernières lignes de cet article consacré à la naissance d'Henri IV dans la revue Pyrénées en 1953. Et ces quelques lignes concernent ce qui se passait au soir du 6 mars 1554, c'est-à-dire au soir de son baptême, au soir du baptême d'Henri de Navarre à Pau, au château. Dans une première partie, je vais rappeler cet événement, l'événement de la naissance, qui donne de l'espoir, et ensuite, dans les deux prochaines séquences, je vais parler des nouvelles découvertes concernant le baptême béarnais et la carapace. On a une source majeure sur le très heureux enfantement, comme le dit l'auteur lui-même. Il s'agit de l'histoire novenaire, de la chronologie novenaire écrite par Palma-Caillet. Vous avez sur l'écran les pages qui concernent la naissance, le baptême, et tout le cérémonial, et ensuite la publication qui concernait cet événement majeur, une publication dont je parlerai aussi et qui est très intéressant et pas si souvent citée par les historiens. C'est la seule source narrative contemporaine de l'événement. L'auteur n'est pas témoin de l'événement, mais se trouve à la cour de Navarre dans les années 1580-1590. Lui-même, il dit que ces informations proviennent d'anciens serviteurs de la cour de Navarre, notamment de valets de chambre, sans les nommer. C'est un ouvrage déjà achevé en 1607 et puis publié en 1608 du vivant d'Henri IV et avec son autorisation, puisqu'on a la mention du privilège du roi. Cette source a été très souvent utilisée par les historiens depuis le XIXe siècle. Ici, je vous ai indiqué 6 biographies de maisons d'édition majeures consacrées à Henri IV depuis 1970. Le Henri IV du duc de Castries, le Henri IV de Jean-Pierre Babelon de 1982, ensuite celle de la biographie écrite par Jeannine Garrison en 1984, la biographie signée par François Bayrou en 1994, une biographie en 2018 par Jean-Paul Desprats et ensuite Jean-Christian Petit-Fils en 2021. On pourrait y ajouter aussi un volume très important qui récapitule, qui regroupe les écrits de Christian Desplat au sujet d'Henri IV, un volume très, très important avec beaucoup d'informations intéressantes, mais il ne s'agit pas d'une biographie, c'est un volume très récent, paru aux éditions Gascogne en 2023. Et
toutes ces biographies citent d'une manière ou d'une autre le texte de Palma Caillet en insistant sur tel ou tel événement, tel ou tel aspect de la naissance et du baptême. Le 13 décembre 1553, on assiste à une naissance qui donne de l'espoir. C'est une naissance attendue, d'autant plus que le frère aîné, le premier fils du couple royal que forment Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret, décède le 20 août 1553. Il était âgé d'environ 2-3 ans. Et bien sûr, ça inquiète. L'absence d'héritier mâle inquiète, même si en Béarn et en Navarre, les femmes peuvent également hériter. Mais quand c'est un garçon, c'est quand même mieux, et on le verra tout à l'heure. Le couple royal est assez inquiet, et il y a aussi le grand-père paternel, Henri II d'Albret, qui voudrait avoir un héritier, enfin un descendant, un successeur. Et c'est ce qui va se passer le 13 décembre 1553, à sa grande joie. C'est une naissance en terre souveraine, en Béarn, en présence du grand-père, Henri II d'Albret. Il a insisté pour que sa fille, Jeanne d'Albret, vienne en Béarn. Elle était en Picardie, qu'elle a quittée, Picardie dont le gouverneur était son mari Antoine de Bourbon. Donc elle a quitté la Picardie pour descendre, pour venir jusqu'à Pau, terre souveraine. Et quand on voit le commentaire, ou l'exclamation plutôt, que Palma Caillet note au moment de la naissance, je ne vous lirai que la traduction française. « Miracle, la vache a fait une brebis ». C'est ce que disaient les Espagnols au moment de la naissance de Jeanne d'Albret, en 1528. Et en 1553, Henri II d'Albret dit aussi « Maintenant, regardez que cette brebis a enfanté un lion ». Donc, la situation est retournée. Maintenant, les Espagnols ne peuvent pas se moquer des Béarnais, et notamment d'Henri II d'Albret, qui représentait toujours une menace, puisque la Navarre le royaume de Navarre a été envahi en 1512 par Ferdinand d'Aragon, et ensuite la dynastie des Albret, Faux-Albret, Bourbon plus tard, ne détenait après 1512 que la Basse-Navarre. Donc on voit l'importance de cette naissance en terre souveraine pour affirmer les droits et les revendications aussi par un enfant qui doit être, selon ce que Palma Caillet nous en dit, un lion. C'est une naissance mémorable car c'est le premier héritier de la couronne de Navarre dont la naissance se déroule à Pau. Le château de Pau et par extension la ville de Pau sont considérés comme le berceau d'Henri IV. Ici, il y a une représentation, ou peut-être la première représentation connue du château de Pau au début du XVIIe siècle, où quelqu'un a inscrit un petit commentaire en précisant que c'est dans la tour carrée que Henri IV a vu le jour en 1553. Et le berceau carapace d'Henri IV a été ajouté aux armoiries de la ville de Pau en 1829 à cause de cette naissance mémorable et au moment bien sûr de la restauration des Bourbons après la période napoléonienne. On voit bien la carapace, la couronne, l'initiale et le numéro de règne d'Henri de Navarre, devenu Henri IV de France. C'est une naissance célébrée
célébré localement bien sûr, à la cour, mais aussi célébré dans un ouvrage coordonné par Bernard Dupuy, dont voici le portrait à droite. Il s'agit d'une publication à Toulouse, après le baptême d'Henri de Bourbon, qui a reçu le titre de prince de Viane et duc de Beaumont. Le premier héritier du couple avait également le titre de duc de Beaumont, mais c'est Henri de Navarre, qui va recevoir le titre de prince de Viane. C'est un titre dont l'attribution n'a pas été anodine, puisque ce titre est celui de l'héritier de la couronne de Navarre. Et on voit depuis le XVe siècle, et on voit ici aussi cette revendication du royaume perdu, ou en tout cas de la partie perdue du royaume de Navarre. C'est le premier recueil d'envergure de ce type pour un membre de la famille des Albret-Bourbon au XVIe siècle. On n'a pas de recueil similaire ou comparable avant, et il faudra attendre la naissance de Louis XIII pour avoir beaucoup de publications. Mais au XVIe siècle, on a seulement ce recueil, dont cet exemplaire qui est conservé à la British Museum à Londres. Il s'agit de poésie en diverses langues, et des langues, il y en a beaucoup, il y en a 11, dans 54 poèmes. Je vous ai indiqué la répartition linguistique des poèmes. Je me suis appuyé sur l'article de Philippe Gardy. Le français domine, vient ensuite le latin, puis italien, occitan, grec et latin, et ensuite tous les autres, allemand, basque, breton, castillan, franco-provençal et poitevin. Si on cumule les langues anciennes, donc latin et grec, plus le poème en grec, qui a une partie en grec et une partie en latin, on voit que les langues anciennes, classiques, celles de l'humanisme, de la Renaissance, arrivent bien en deuxième position, donc à peu près à la moitié de la colonne des poèmes en français. Ce plurilinguisme est assez important, à la fois à cause de la dispersion géographique des possessions de la dynastie, mais aussi à cause du rayonnement et de la réputation que cette famille régnante en Béarn et en Navarre essaye d'avoir et de maintenir et de revendiquer et d'accroître en Europe. Donc on a toutes ces langues pour parler de la naissance et parler aussi des gens de la cour, pas seulement de la naissance du prince de Navarre, prince de Viane puis prince de Navarre, mais aussi des parents, du grand-père, et il y a une glorification de tout le monde, et bien sûr, il y a une glorification très importante d'Henri de Navarre, dont on verra un exemple un peu plus tard. C'est aussi un espoir à protéger, puisque au moment de la naissance, l'enfant est fragile, et puisqu'on est au milieu d'une épidémie de peste, que rappelle très bien la biographie d'Henri IV par le duc de Castries et celle écrite par Jean-Pierre Pablon, les autres aussi, mais un peu moins. Et il y a Palmacaia qui nous dit que le roi son père, et toi, un peu malade, c'est-à-dire le père de Jean d'Albret, même la contagion courant ce pays-là, mais la vue de sa bonne fille, comme il l'appela d'ordinaire, lui rendit sa santé parfaite et lui ôta toute appréhension et crainte du danger. Donc Henri d'Albret ne souffrait pas de la peste, tant mieux pour lui,
l'enfant non plus. Donc à la cour, a priori, pas de traces de cette contagion, de cette maladie. Mais malgré tout, c'est noté, ça devait être un facteur important de la vie, du quotidien de cette époque-là, d'autant plus qu'il s'agissait de vagues récurrentes de peste qu'on constate aussi bien en France qu'en Béarn à cette époque-là, dans les années 1550, et la peste va revenir aussi plus tard. Pour essayer d'éviter, pour essayer de prévenir les maladies, pour les tenir à distance, il y a l'utilisation de l'ail et du vin que tous les récits, toutes les biographies reprennent d'après Paul Macaillet. Et dans cette représentation de la naissance d'Henri IV par Eugène de Verriat en 1827, on voit un plateau avec une petite bouteille, peut-être de vin, et ensuite à côté quelque chose de blanchâtre, un mouchoir, petite assiette peut-être, avec de l'ail. On retrouve ce plateau dans d'autres versions aussi de cette séquence. Donc on a des éléments qu'on connaît assez bien, qui font partie de la légende d'Henri IV, et qu'il faut réinterroger. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, en me posant la question, mais comment l'idée du baptême, qui ne s'appelle pas baptême à l'époque, à l'ail et au vin, pouvait-elle venir? Et c'est là où on retrouve l'article de Raymond Ritter dans le volume, dans le numéro spécial de la revue Pyrénées. Et donc, dans cet article, La naissance d'Henri IV, il donne une information très, très intéressante. Il dit que c'est dans le compte de la trésorerie générale de Navarre et Béarn pour l'année 1593, aux archives des Basses-Pyrénées à l'époque, aujourd'hui Pyrénées-Atlantiques, sous la cote B 166, folio 41 et non pas 4100, que j'ai découvert cette intéressante mention inédite. A en blanc, de Longuemare, valet de chambre du dit seigneur roi de Navarre, qui premier reçut sa majesté à sa naissance la somme de 300 livres tournois à lui ordonner par le dit État par forme de pension chacun an. Et Raymond Ritter ajoute, il mourut peut-être cette année-là, en 1593, car on lit en marge de l'article rayé à faute de quittance. Il s'agit là d'une note, la note 46, et d'une mention très très intéressante, mention d'un personnage et d'un fait. Donc Longuemare qui premier reçut sa majesté à sa naissance, qu'on ne retrouve dans aucune biographie que j'ai citée précédemment. Dans certaines, on retrouve la référence à l'article de Raymond Ritter, mais quand on regarde l'index et quand on lit les pages consacrées à la naissance d'Henri IV, pas de mention de ces informations-là et pas de mention de ce personnage de Longuemare, valet de chambre. Je suis allé voir l'original, cité par Raymond Ritter. Il a bien transcrit ce qu'il a transcrit, donc le passage est bien transcrit. Il y a la mention rayée, faute de quittance. Et on voit qu'on est à la fin d'un chapitre dans la comptabilité. En 1593, on a le total juste en dessous, en mentionnant tout ce qui a été payé. Donc il y a 19 articles dans ce chapitre qui ont été payés, donc 19 dépenses qui ont été payées. Alors j'ai regardé ce chapitre-là, et quand on regarde, on est un peu étonné parce que ce chapitre, ce chapitre au sens comptable de cette époque-là, concerne des personnages, notamment du conseil privé. Le chapitre concerne aussi des dépenses faites à des ministres de la parole de Dieu, comme on appelait les pasteurs réformés à l'époque. Il y a aussi quelques autres personnages très très importants, notamment le chancelier de Navarre. Et à la toute fin, on a cette mention transcrite par Raymond Ritter.
Et il a dit qu'en 1593, le personnage était déjà mort. Alors, quand on regarde, la liste a été établie à Gisors, 25 octobre 1590, et le personnage dont il est question est Adam de Longuemort, dont l'inventaire après décès date du 6 novembre 1590, c'est-à-dire au moment de la rédaction de la liste qu'il fallait mettre en paiement, Longuemort, car c'était son nom, était encore vivant. Donc, en fin de vie, il reçoit cette pension pour avoir reçu en premier Henri de Navarre lors de sa naissance. Alors, qui est Adam de Longuemort? Il s'agit d'un valet de chambre, comme cela a été déjà dit. Il est originaire de Picardie, installé en Touraine, et il était aussi apothicaire au service de la maison de Navarre dès 1548, comme on le voit dans le mémoire de master de Claire Taylor Barker, soutenu au Centre d'études supérieures de la Renaissance à l'Université de Tours en 2006, sous la direction de Florence Salazar. Il y a beaucoup d'informations sur la vie financière et sociale de ce personnage qu'on va mieux connaître ici, notamment grâce à l'inventaire après décès et grâce à la liste de ses livres que Laurent Saugereau a bien étudié. Quand on regarde le livre numéro 27, il s'agit de la manière de préserver de la pestilence. Et quand on regarde cet ouvrage, on trouve une série d'antidotes ou médicaments préservatifs et confortatifs de vil prix, faciles à trouver et à préparer pour les pauvres. Et on voit que le premier médicament listé ici, prenez d'un ail et buvez un peu de vin pur après. On sait que le nouveau-né Henri de Navarre n'a pas bu du vin, peut-être a-t-il eu une goutte sur les lèvres ou pas, on n'a pas les détails. En tout cas, il a senti le vin, il aurait bien réagi selon Palma-Caillet. Alors, ces détails, bon, Palma-Caillet nous dit, est-ce que c'est vrai? Bon. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, on a un apothicaire présent dans la chambre natale d'Henri de Navarre, qui a un ouvrage. Alors, est-ce qu'il l'a lu ou pas? Est-ce que, finalement, ce médicament et les autres aussi qui sont listés étaient très connus, à peu près sinon par tout le monde, mais par beaucoup de monde, aussi bien à la cour de Navarre qu'ailleurs. Mais lui, il est présent et il a un ouvrage qui donne ce médicament. Enfin, médicament au sens large du terme, à l'époque. Il est intéressant de noter que c'est le premier médicament à être listé. La deuxième, une figue avec une noix, etc., etc., et un peu de sel, même en hiver. On peut imaginer la légende henricienne avec ce médicament-là, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Adam de Longuemort était témoin oculaire de la naissance d'Henri de Navarre, ayant renseigné très probablement le chroniqueur Palma-Caillet. Il était aussi un acteur de la naissance d'Henri de Navarre, car il a reçu en premier. Est-ce qu'il était là à la place d'une sage-femme? Difficile de le savoir, en tout cas. La mention, il a reçu, premier reçu, peut indiquer qu'il avait un rôle à jouer lors de la naissance d'Henri IV, futur Henri IV. Il était apothicaire au courant des pratiques médicales et médicinales de son époque, propriétaire et lecteur probable du traité de Benoît Textor, déjà cité, et de celui de Giovanni da Vigo sur la pratique chirurgicale de l'époque, ouvrage traduit plusieurs fois dans la première moitié du XVIe siècle. Donc il était l'un de ceux qui pouvaient suggérer aussi, peut-être, l'utilisation de l'ail et du vin, premier des médicaments préservatifs et confortatifs énumérés par le traité de Textor. Je vais passer au berceau carapace, ou carapace-berceau, on trouve les deux formules, car c'est là où on manque un peu d'informations, c'est un peu plus compliqué. On trouve une mention
d'une écaille de tortue dans l'inventaire des meubles du château de Pau, qui date de 1561 et 1562. Donc l'historiographie est au courant de l'existence d'une écaille de tortue au château depuis la publication de cet inventaire, depuis 1892. On voit ici la carapace avec son décor du 19e siècle, représenté au 19e siècle, et puis ici à droite, sur une photo du 20e siècle. Est-ce que les deux sources contemporaines de la naissance d'Henri de Navarre en parlent? Quand on regarde les textes, on ne trouve pas de mention de carapace de tortue liée à la naissance ou au baptême du prince. Donc il faut chercher ailleurs un début de réponse. C'est ce que j'ai fait en interrogeant des moteurs de recherche, des plateformes, Gallica et d'autres, Google pour le citer, parce qu'il y a des images qui viennent de Google aussi. Et on voit qu'à la Renaissance, il existe des textes antiques réédités et traduits qui font mention de l'utilisation du carapace de tortue comme berceau. Il y a tout d'abord une épître attribuée à Cratès de Thèbes et destinée à Hipparchia. Vous avez les dates de l'auteur présumé. Tu le berceras dans une écaille de tortue. On dit que cette pratique est un utile préservatif contre les maladies de l'enfance. Là, il s'agit d'un conseil que l'auteur, le philosophe, donne à son épouse pour allaiter leur nourrisson. Traduction française du texte grec par Jean-François Boissonnade, professeur au Collège de France au XIXe siècle. L'épître attribuée à Cratès a connu plusieurs éditions latines au début du XVIe siècle, que je cite entre parenthèses, à Nuremberg en 1501 et puis à Cracovie en 1518. Et Cratès faisait partie de ces auteurs grecs dont l'anthologie était rééditée à Paris tous les ans entre 1551 et 1557, certes sans l'épître en question. Donc il était connu. Il y a aussi une autre source antique qui parle de l'utilisation d'une carapace comme berceau. Il s'agit de la vie de Claudius Albinus par Julius Capitolinus. Pour comprendre la citation qui va suivre, il faut comprendre un petit peu la fin de la carrière et de la vie de Claudius Albinus. L'empereur Septime Sévère lui accorde le titre de César en 194, c'est-à-dire il l'associe au pouvoir impérial. Puis, il y a un conflit que je ne détaille pas, et Claudius Albinus est déclaré ennemi public par le Sénat de Rome, donc en 195. Et l'année suivante, Claudius Albinus, obligé de fuir Rome, se fait proclamer Auguste, c'est-à-dire empereur, par son armée, et il est considéré comme usurpateur. Voyons le texte de Julius Capitolinus au sujet de ce personnage. Et là, il aborde le moment où il se fait proclamer empereur, et donc il nous dit « Il eut encore un autre pronostic de l'Empire, un usage particulier à la famille des Césars, était d'y baigner les petits-enfants dans des bassins faits d'écailles de tortue. À la naissance de Claudius, un pêcheur apporta et offrit à son père une grande écaille. Celui-ci, bel esprit, vit là-dedans un présage, accepta l'écaille avec plaisir, la fit préparer avec soin et la consacra au bain chaud de l'enfant, espérant déjà par là le faire remarquer. » Donc, on envisage l'avenir et ici aussi, on a un espoir, en tout cas un espoir peut-être que l'auteur attribue au père du futur empereur usurpateur. Le texte de Capitolinus a été réédité plusieurs fois dans la première moitié du XVIe siècle par Robert Estienne dans le premier volume des Écrivains de l'Histoire Auguste,
puis par Johann Froben à Bâle, avec les annotations d'Erasme de Rotterdam. La bibliothèque d'Adam de Longuemore contenait les vies des empereurs. Ne s'agit-il pas des vies des empereurs annotées par Erasme? La question reste entière. Et puis, à la cour de Navarre, d'autres avaient aussi des bibliothèques. La cour, le roi, la reine avaient ces livres aussi. L'histoire du berceau d'Albinus était connue et utilisée par les auteurs de la première moitié du XVIe siècle. Par exemple, Piero Valeriano, qui a publié à Bâle un ouvrage en 1556 sous le titre de Hieroglyphica, les hiéroglyphes. Et dans cet ouvrage qui analyse le sens d'objets, d'animaux, on retrouve la tortue. Et la définition, donc il définit la tortue comme le symbole d'une retraite et rempart assuré, donc une protection. Et il rappelle notamment l'histoire de cette famille et la naissance d'Albinus dans une écaille de tortue. Donc on voit qu'il y a un pêcheur qui eut fait présent à Caesenus posthume d'une bien grosse tortue à la naissance d'Albinus, son fils. Ce docte conçut dès lors une grande espérance de l'avancement de celui. On retrouve à peu près la même idée avec une formulation un peu différente. Ici aussi, une traduction en français du texte en latin. En conclusion, parce que l'heure tourne, la présence et le rôle important d'Adam de Longuemore lors de la naissance d'Henri de Navarre, le choix d'un médicament populaire, Ayéva, recommandé par le traité que cet apothicaire possédait, ainsi que la conformité de ces éléments avec ceux donnés par le récit de Palma-Cayet, constitue un faisceau d'indices suffisamment fort, à mes yeux, pour proclamer l'historicité de ce qui allait devenir le baptême béarnais. Donc, à mon avis, vu les éléments énumérés, on peut considérer que le récit, en tout cas une partie du récit que fait Palma-Cayet, à ce moment-là, est crédible. Compte tenu de la circulation des textes anciens faisant mention de l'utilisation d'une carapace comme berceau, la connaissance de la pratique impériale romaine à la cour de Navarre en 1553-54 est possible ou hautement possible. Après, on peut nuancer. Mais il y a une très grande probabilité. Quand on regarde le volume de poésie en diverses langues, on voit par exemple que voici venir pour la postérité l'enfant royal qui a mérité et la couronne, et sept navarrois, office royal qui va représentant un César brave en guerre triomphant pour surmonter les empereurs et rois. Ça fait écho à ce qu'on a vu, au modèle impérial, modèle romain, qui va accompagner toute la carrière, tout le parcours d'Henri de Navarre. On n'a pas la carapace, on n'a pas le berceau, mais c'est déjà un bon début. Cette connaissance probable de la pratique romaine à la cour de Navarre et l'existence d'une écaille de tortue au château de Pau en 1561-62 augmente considérablement, me semble-t-il, la plausibilité de l'existence d'un berceau carapace au milieu du XVIe siècle à la cour de Navarre. La preuve ultime, si elle existe, une mention plus concrète, reste à trouver. La recherche continue sur la Renaissance et sur la période des Fouadres et Bourbons, à Pau, notamment à l'Université de Pau, au laboratoire ITEM. Je vous remercie de votre attention.